Alors cette deuxième vidéo va être consacrée aux réactions de précipitation et on va s'intéresser en particulier aux facteurs qui vont influencer l'équilibre de précipitation. Alors le premier facteur qui vous vient à l'esprit, c'est la température. En fait, on sait bien que de manière générale, ou en tout cas dans la plupart des cas, l'augmentation de température va augmenter la solubilité. Alors cet effet de température, c'est un effet qui n'est pas votre programme, puisque vous le verrez au travers d'une relation qu'on appelle la relation de Van't-Hoff. On va l'écrire et pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit, mais on ne retrouvera pas dans le détail. Donc l'année prochaine, en thermochimie, vous allez démontrer que la dérivée de logarithme d'une constante d'équilibre qu'on va noter K par rapport à la température va être égale à une grandeur thermodynamique que je vais noter delta indice R H standard, qui dépend de la température, divisé par RT carré. Alors, donc vous voyez, je dérive en fait la fonction ln de K par rapport à la température. Et le terme finalement qui est inconnu pour vous, c'est ce terme-là. Donc c'est une grandeur thermodynamique. Vous avez déjà fait en physique de la thermo. Cette grandeur, vous l'appellerez l'année prochaine l'enthalpie standard de réaction. Vous verrez en fait que cette grandeur peut être calculée à partir d'autres grandeurs thermodynamiques tabulées. Et cette grandeur peut être positive, négative ou nulle. Au dénominateur, vous reconnaissez R, la constante des gaz parfaits, était la température, la température en Kelvin. Donc si, finalement, ce qu'on comprend, c'est que le signe de la dérivée est imposé par le signe, finalement, de cette grandeur thermodynamique. Donc si cette grandeur thermodynamique, enthalpie standard de réaction, est positive, on voit en fait que ln de K est une fonction de la température, est une fonction croissante, et donc ln de K, et donc K va augmenter si T augmente. Alors nous, on ne va pas s'intéresser à un cas, vous voyez, classique, on va s'intéresser à KS, ce qui revient finalement à particulariser cette relation. Et donc en fait, on s'aperçoit que plus la température augmente, plus KS augmente, et donc plus T augmente, plus la solubilité augmente. Alors, c'est effectivement le cas de la plupart des solides. C'est une propriété qui va être utilisée notamment en chimie, en TP, pour purifier un solide, ce qu'on appelle la recristallisation. Mais vous avez des cas, effectivement, où la solubilité diminue. Alors, comment expliquer ceci ? Eh bien, si l'enthalpie standard de réaction est négative, on voit bien que ln de Ks et donc Ks va diminuer si T augmente. Et donc plus la température va augmenter et plus la solubilité va diminuer. Alors c'est le cas par exemple du carbonate de calcium. Le carbonate de calcium, le calcaire, vous savez qu'il est présent par exemple au fond de vos bouilloires, tout simplement à côté de la résistance chauffante. C'est là où en fait où la température est la plus élevée. Effectivement, plus la température va augmenter, plus en fait sa solubilité va diminuer. Et bien sûr, si l'enthalpie standard de réaction est nulle, bien, la température n'est pas un facteur ne va pas modifier la constante. K va être indépendant de la température. Donc ça, c'était un petit point qui n'est pas à votre programme et que vous verrez l'année prochaine. Donc vous ne serez pas interrogé dessus. On va s'intéresser à ce qu'on appelle l'effet d'ion commun. Donc dans l'effet d'ion commun, vous voyez bien sûr qu'il y a ion et commun. Qu'est-ce qu'on appelle un effet d'ion commun ? Vous avez deux cas. Soit en fait, vous avez un composé ionique qui est dissous dans une solution qui contient déjà l'un de ces ions. Par exemple, vous allez dissoudre du chlorure d'argent dans une solution qui contient déjà des ions Ag+ ou des ions Cl-. Soit inversement, vous allez ajouter en fait à une solution qui contient le composé, le solide, solution déjà saturée, vous rajoutez des ions communs au solide, donc soit Ag+, soit Cl- par exemple, ce qui revient strictement au même. Alors dans ce cas, comment va évoluer la solubilité ? La solubilité, on peut intuitivement comprendre qu'elle va diminuer, qu'un effet d'ion commun aura toujours pour effet finalement de diminuer la solubilité. Pourquoi ? Parce que la constante Ks étant fixée par la température, vous comprenez bien que si vous avez déjà des ions en solution, initialement, l'avancement en fait de la réaction va être plus petit pour atteindre la valeur QR égale Ks. Et donc, effectivement, la solubilité va diminuer.
Alors faisons un exemple concret pour fixer les idées. On s'intéresse finalement à la solubilité du chlorure d'argent à température fixée dans deux cas, soit dans l'eau pure, soit en fait dans une solution d'acide chlorhydrique à la concentration C égale 1 mol par litre. Je vous demande de comparer les deux solubilités et de conclure connaissant la valeur de pKs qui est égale à 10. Alors dans l'eau pure, vous n'avez pas besoin de... Vous savez déjà résoudre en fait cet exercice puisqu'on l'a déjà fait, premier exercice du cours. On va écrire la réaction de dissolution partielle du solide en ces ions. À l'état initial, vous avez un excès et à l'état final, vous avez une concentration SS en ion Ag+, et Cl- du fait de la définition de la solubilité. J'exprime la constante Ks qui est égale à S carré sur C0 carré, et donc S va être égal à C0 racine de Ks, et donc numériquement, S va être égal à 10-5 mol par litre. Donc je peux dissoudre 10-5 mol dans un litre d'eau. Qu'en est-il maintenant avec l'acide chlorhydrique? Alors, une solution d'acide chlorhydrique, vous savez, c'est une solution qui contient des ions H3+ et des ions Cl-, parce que l'acide chlorhydrique, le chlorure d'hydrogène HCl, c'est un acide fort. Et pour trouver la solubilité, je vais exactement réitérer le même raisonnement avec la même équation bilan, sauf que cette fois-ci, l'état initial va être différent, puisque j'aurai initialement une concentration C en ion chlorure. Donc à l'état final, S', C plus S'. J'exprime Ks, donc c'est S' facteur de C plus S' sur C0 carré. Et donc là, en fait, il apparaît la résolution d'un polynôme du second degré. Alors on peut être malin, sachant que la solubilité, on a vu qu'elle diminuait intuitivement, et que initialement, dans le premier cas, dans l'eau, la solubilité est de 10-5. Donc on comprend bien que S' va être plus petit que 10-5, fortement, complètement négligeable devant la valeur de C qui était imposée, puisque là j'avais pris 1 mol par litre, pour fixer les idées. Donc là on va faire l'hypothèse suivante, pour éviter la résolution du polynôme, on suppose que 10S' est inférieur à C. Donc dans ce cas-là, ça va impliquer que Ks est d'environ égal à S'(C) sur C0 carré, et donc S' va être égal, vous voyez, est égal à 10-10 mol par litre. Donc là, on vérifie bien que on vérifie que 10S' est bien plus petit que C. Voilà pour un exemple concret sur l'effet d'ion commun. Troisième effet, l'effet de pH. Alors l'effet de pH, on va le mettre en évidence au travers d'un exercice qui est le suivant. On s'intéresse à une solution saturée de chromate de barium de formule BaCrO4 et on ajoute de l'acide nitrique. Donc on observe la redissolution du précipité. Donc si on fait un schéma de l'expérience, on a donc une solution saturée de chromate de barium, BaCrO4. On rajoute de l'acide nitrique, donc vous devez savoir que l'acide nitrique, c'est un acide fort H3+, Cl-, H3+, NO3-, l'ion nitrate, d'après votre cours sur les acides bases. Donc la solution est saturée. Et on rajoute, donc en rajoutant en fait l'acide nitrique, on s'aperçoit qu'il y a redissolution totale. Alors on va pas le faire là pour que ça soit... Il y a redissolution totale, donc le précipité disparaît. Si le précipité disparaît, c'est que finalement vous avez augmenté la solubilité en diminuant le pH, donc en augmentant la concentration en H3+. Alors nous, en fait, ce qu'on se propose, c'est de trouver la fonction mathématique. Donc exprimer, donc ça c'est objectif numéro 1. Exprimer S comme une fonction du pH. Alors pour exprimer S en fonction du pH, on va essayer de comprendre, à travers d'équations, pourquoi est-ce que le pH a une influence. Donc, initialement, la solution est saturée. Donc on a en fait le chromate de barium solide en équilibre avec les ions Ba2+, et CrO4 de moins. Mais on voit, d'après l'énoncé, on me donne un pKa, je vois qu'en fait que les ions chromates, lorsqu'ils sont situés en milieu acide, ce qui est le cas quand vous ajoutez de l'acide nitrique, eh bien la forme stable qui prédominera, c'est la forme acide HCrO4-. Et donc il existe en fait un équilibre entre la forme basique et H3+. Donc ces équations, je vais les noter 1' et 2'.
Il ne s'agit pas d'exprimer les constantes d'équilibre associées, ce n'est pas ce qu'on va chercher. Par contre, on va noter les avancements associés. Donc avancement de la réaction 1', je vais le noter S, c'est exactement par définition S, et l'avancement de la réaction 2', je vais noter Y. Alors si je fais le bilan, je vois que la concentration de Ba2+, en raisonnant sur ces deux réactions qui sont successives, eh bien c'est exactement S, puisque Ba2+ n'apparaît qu'une seule fois. La concentration de CrO4 par contre, est égale à S moins Y, parce que lui, il est formé dans la réaction 1, mais consommé dans la réaction 2'. Et puis, la concentration de HCrO4-, c'est exactement petit y. Alors de là, je peux remarquer une chose. Je peux remarquer que, effectivement, la solubilité, c'est exactement la concentration de Ba2+, mais je peux remarquer aussi que la solubilité, c'est exactement S moins Y plus Y, c'est-à-dire c'est la concentration en non chromate plus en HCrO4-. Alors, vous voyez en fait qu'il apparaît en fait deux termes ici, la forme basique et la forme acide. Donc ça, c'est souvent difficile pour vous d'établir cette équation. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut revenir un peu en arrière et essayer de voir ce qui se passerait si vous raisonniez dans l'eau pure. Donc s'il n'y avait que de l'eau pure, donc pas d'acide nitrique, je cache la réaction 2', je raisonne sur la réaction 1'. Et si je fais le tableau d'avancement de tête, j'aurais écrit excès 0,0, excès SS, et donc S serait égal à la concentration de Ba2+, et qui serait égal également à la concentration de CrO4-. Là, la présence en fait de la forme acide, finalement, me montre que la solubilité, c'est la somme de deux termes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, il faut voir la solubilité comme une conservation de la matière des espèces solubles du solide. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez que le solide est constitué d'ion Ba2+, et d'ion chromate. Eh bien, soit je vais exprimer la solubilité en fonction de l'élément Ba, barium, soit je vais l'exprimer en fonction de en fait, la forme CrO4. Et je vois que l'ion barium n'existe que sous cette forme-là. Donc la solubilité, ça sera exactement la concentration en Ba2+. Par contre, l'ion chromate, CrO4, la forme CrO4, elle existe sous deux formes. Donc en fait, la solubilité, ça sera la somme finalement, vous voyez, de ces deux termes. Donc ça, on peut le voir de manière un peu plus générale. Alors à partir de là, tout est dit, tout est fait. En fait, là, je vais noter 1, cette première équation, 2, cette deuxième équation. Et puis, je vais définir, en fait, Ks et Ka. Donc, Ks, par définition, ça sera la concentration de Ba2+ fois CrO4-, sur C0 carré. Et puis, en fait, je vais laisser tomber, pour alléger les écritures, ces standards carrés. Et Ka, par définition, donc là, vous revoyez votre cours sur les acides bases si vous ne vous en souvenez plus, c'est la concentration de la base, multiplié par la concentration en UH-, puisque je vais noter petit h, sur la concentration en acide, fois ces standards que je laisse tomber. Alors juste une remarque, la constante Ka n'est absolument pas associée à la constante d'équilibre de la réaction 2'. Absolument pas. Là, je me contente finalement de définir les constantes Ks et Ka qui me sont données dans le sujet. Alors, à partir de là, je vais en fait, par substitution, exprimer la solubilité en fonction du pH. Donc je vais commencer par utiliser Ka. Donc d'après 4, je peux dire que la concentration en acide est égale à concentration de la base multipliée par petit h sur Ka. On réinjecte dans l'équation 2. Et en factorisant, vous avez S égale concentration de CrO4-, facteur de 1 plus H sur Ka. Je vais utiliser le fait que la concentration de CrO4-, c'est exactement, donc en utilisant Ks, c'est Ks sur la concentration de Ba2+. Donc ça, c'est d'après... Alors, je l'ai appelé comment? D'après 3. Je vais écrire comme ça. Et d'après 1, concentration de Ba2+, c'est S.
Et donc vous voyez que S va être égal à la racine de KS facteur de 1 plus K. Donc là, j'ai bien une fonction qui est croissante en fonction de petit h. Si j'augmente la concentration de H+, la solubilité va augmenter. Donc là, j'ai tracé non pas la solubilité en fonction de H, mais la solubilité en fonction du pH. Donc plus la concentration de H+ augmente, plus le pH diminue. Donc si vous regardez finalement le schéma, le graphique dans ce sens-là, je vois bien que la solubilité augmente quand le pH diminue, c'est-à-dire lorsque la concentration de H+ augmente. Donc ça, c'était le premier objectif. Donc effectivement, mathématiquement, je comprends bien que la solubilité dépend du pH. Et maintenant, l'objectif numéro 2, ça va être de tracer PS, qui est égal à moins log de S, comme une fonction du pH. Alors, pour cela, en fait, je vais reprendre l'expression que je viens d'obtenir. S égale racine de KS facteur de 1 plus H sur K. Alors, je vois bien que je ne peux pas tracer simplement la courbe représentative de PS égale moins log de S en fonction du pH, tout simplement parce que j'ai une racine avec à l'intérieur de la racine une somme, et qu'effectivement je ne reconnais pas de fonction simple, si ce n'est de tracer point par point, ce qui n'est pas l'objectif. Donc là, l'idée, c'est de se dire finalement, l'idée, c'est de déterminer mathématiquement les équations des asymptotes à la courbe. Donc PS égale F de pH. Alors, comment est-ce que je vais obtenir ces équations mathématiques des asymptotes à la courbe? Bien, tout simplement, rappelez-vous, en fait, la solubilité. On a vu que c'était la concentration de CrO4 de moins plus la concentration de HCrO4-. Donc, ce que je vais faire, c'est que je sais que le premier terme, finalement, dans racine de KS facteur de 1 plus H sur K, le premier terme racine de KS multiplié par 1, c'est CrO4 de moins. Et le deuxième terme racine de KS H sur Ka, c'est associé en fait à l'acide. Donc l'idée, en fait, c'est de déterminer un déterminant, le domaine de pH, tel que la concentration de la base soit 10 fois supérieure à la concentration de l'acide. Alors ce résultat, vous le connaissez déjà. On va redémontrer que le pH est supérieur à pK plus 1, mais on va le redémontrer là, ici. Donc je vais simplement réinjecter, réexprimer la concentration en acide en fonction de la base. Donc on a vu que c'est la concentration de la base supérieure à 10 fois la concentration de l'acide. Donc là, je reprends simplement ce que j'ai démontré précédemment. Donc multiplié par H sur K. Donc la concentration de la base se simplifie. Et donc vous avez H qui va être plus petit que Ka sur 10. Et donc pH qui va être supérieur à pKa plus 1. D'accord? En fait, j'ai simplement écrit que log de H, pour aller un peu moins vite, est inférieur à log de K moins log de 10, c'est-à-dire moins 1. D'accord? Et j'ai multiplié par moins 1 et donc changé en fait le signe. Donc pK plus 1, c'est exactement, sachant que le pK vaut 6,4, donc c'est 7,4. Donc conclusion, si le pH est supérieur à 7,4, je peux dire que la solubilité est environ égale à la concentration de CrO4 de moins, qui est environ égale à racine de KS. Donc PS, qui est égal à moins log de S, va être environ égal à 1,5 de PKS, qui est égal à, sachant que PKS vaut 10, exactement 5. De la même manière, donc ça c'est vrai si pH est supérieur à 7,4. Donc on va l'entourer. Et on va faire de même. Cherchons, donc déterminons comme on l'a fait ici. Donc première étoile. Donc déterminons le domaine de pH tel que la concentration, cette fois-ci l'acide, soit 10 fois supérieure à la concentration de la base. Donc de la même façon, je remplace, ça fait concentration de la base multiplié par H sur Ka, supérieur à 10 fois la concentration de la base. Je simplifie. Et il apparaît que H est supérieur à 10 fois Ka, c'est-à-dire pH inférieur à
pKa moins 1, c'est-à-dire le pKa, donc 5,4. Donc conclusion, si pH inférieur à 5,4, la solubilité est environ égale à, pas aller trop vite, la concentration en acide, je peux négliger la forme basique, qui est environ égale, vous reprenez le raisonnement, Ks H sur K. Et donc en fait, PS va être égal à 1,5 de pKs plus pH. Alors attendez, hop, j'ai mal écrit. On va écrire mieux. pKs plus pH moins pKa. Et donc numériquement, donc pKs moins pKa, ça nous donne... Alors attendez, hop, on reprend. Donc c'était 3,6. Que je dise pas de bêtises, 3,6, donc ça fait 1,8 moins 1,5 de pH, pardon, moins 1,5 de pH. Donc là, on a bien une droite de pente négative. Et ça, c'est si pH est inférieur à 5,4. Souligné en vert. Voilà. Donc, si je trace le graphique, vous l'avez en dessous, hein, mais on va le tracer comme ceci. Donc, PS en fonction du pH. Entre 5,4 et 7,4, donc je sais que jusqu'à 7,4, j'ai 1,5 de pKs, qui vaut 5. Et là, j'ai une droite de pente... Alors, pourquoi j'ai dit négative? Qu'est-ce que j'ai fichu? Ah non, positive, excusez-moi, c'est moi qui ai mal recopié. De pente positive, c'est 1,5 de pH. Donc, ordonnée à l'origine 1,8. Voilà, on va le faire numériquement pour que ça soit plus clair pour vous. Hop, là, on avait trouvé 5. Et lorsque le pH est égal à 5,4 et que je réinjecte en fait dans l'équation, donc j'ai 5,4 divisé par 2, donc ça fait 2,7 plus 1,8, donc ça fait 4,5. Exactement là. Et donc je vois bien en fait que j'ai un petit domaine entre 7,4 et 5,4 où il va falloir que je relie à la main. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait là en gros. Alors, pourquoi est-ce que j'ai le droit de le faire? Tout simplement parce que la fonction est continue. Pour montrer qu'elle est continue, elle est strictement croissante. Donc effectivement, on peut se permettre de relier comme ceci plus rapidement. Voilà. Alors, ce type d'exercice est très classique. On en verra d'autres dans le cours et justement on reprendra l'exemple de l'apparition et la redissolution de l'oxyde d'aluminium pour fixer les idées, pour établir un autre exercice de ce type. On termine par l'effet de complexation. Donc on a vu en fait que le pH pouvait déplacer un équilibre de précipitation. On peut utiliser également la complexation. Alors l'exemple que j'ai présenté, c'est le carbonate de calcium qui se dissocie en ion Ca2+ et CO3-, les ions carbonates. Et une question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut déplacer l'équilibre, c'est-à-dire comment on peut redissoudre plus facilement, le carbonate de calcium. Alors on peut jouer soit sur les propriétés basiques du carbonate, en rajoutant par exemple de l'acide chlorhydrique, de l'acide nitrique, etc., un milieu acide. Et on va effectivement consommer les ions CO3-, c'est exactement l'exemple, le paragraphe 3 précédemment, on va dire développé avec le chromate de barium. Et dans ce cas-là, en consommant les ions carbonates, on va déplacer l'équilibre. Soit en fait, on peut jouer sur le caractère métallique des ions Ca2+, qui peuvent en fait complexer le DTA, qui jouera le rôle de ligand. Et dans ce cas-là, on consommera les ions Ca2+, et on déplacera l'équilibre. Alors en fait, ces déplacements d'équilibre, ils vont reposer sur un même principe qui est très général en chimie, qui est le principe de modération. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est lorsque vous avez une réaction, on va l'appeler A donne B plus C, par exemple, pour fixer les idées. Si je veux déplacer l'équilibre dans le sens direct, comme ceci, eh bien j'ai en fait 3 possibilités. Soit vous allez consommer au fur et à mesure B ou C, donc vous enlevez en fait B ou C de la réaction. La réaction, elle va s'opposer à ce que vous êtes en train de faire. C'est ce qu'on appelle le principe de modération, que vous reverrez effectivement en physique aussi dans la loi de Nernst.
Donc si j'enlève B au fur et à mesure, la réaction elle s'oppose à ce que vous êtes en train de faire et vous formez B. Donc vous déplacez l'équilibre. Vous faites de même avec C, soit vous mettez en excès A. Donc le fait de mettre en excès A, ça va finalement, la réaction s'oppose à ce que vous êtes en train de faire et va consommer A. Donc là, l'idée, pour revenir au dernier exemple, l'effet de complexation, on a soit consommé l'idée, soit consommé Ca2+, en le complexant, soit consommer les ions carbonates en jouant sur les propriétés basiques de l'ion carbonate. Et dans ce cas-là, dans tous les cas, on va déplacer l'équilibre dans le sens direct et donc redissoudre, augmenter la solubilité du solide. Donc à la fin de ce cours, j'ai ajouté un problème de concours qui est qui reprend en fait la notion du titrage dans le cas des ions iodures. Donc ça, vous le ferez chez vous comme application. Je vous donnerai la solution, de toute façon la correction. Sachez une chose en fait, c'est que lorsque vous avez un titrage par exemple de précipitation, donc là en fait on avait mesuré delta E, peu importe, hein, c'est en fonction du volume. En fait, ce qu'il faut comprendre, je vais faire vraiment, je ne présente pas l'exercice, hein, mais je vous présente en fait une courbe. Alors, attendez. On va faire mieux. On imagine ça comme fonction croissante. Et apparition d'un plateau. Dès que vous avez en fait ce qu'on appelle un point anguleux, c'est caractéristique de la présence ou de la disparition d'une phase. Donc ça peut être en fait un indice qui peut vous montrer, qui peut vous permettre en fait de comprendre qu'il y a formation d'un précipité ou qu'il y a redissolution totale d'un précipité. Donc là, c'est une remarque hein, qui n'a rien à voir avec l'exercice, hein, j'insiste. Mais cette présence de points anguleux, elle est vraiment assez caractéristique de la présence de phases différentes au cours d'un titrage. Voilà. Merci.